Merci beaucoup, Clotilde. Merci aux organisateurs. Je suis ravie d'avoir l'occasion de présenter le livre que je suis en train d'écrire sur la dotation initiale et la démocratie propriétaire, qui correspond au dernier chapitre de mon livre, l'avant-dernier chapitre de mon livre sur Rawls, et à un article que j'avais écrit il y a quelque temps dans la revue Tocqueville sur les différentes propositions en termes de dotation initiale, la démocratie, le stakeholder society, etc., que je discutais. Et depuis, en fait, j'ai décidé de consacrer un volume à toutes ces questions. Donc, ce que je me propose de faire, c'est une justification philosophique, une argumentation en faveur de la dotation initiale, non pas en opposition avec le revenu inconditionnel, mais disons en discussion. Voilà. Alors, je vais présenter ici, au fond, c'est la quatrième partie de mon article de la revue Tocqueville, où j'ai esquissé une justification. Parce qu'au fond, c'est bien le problème. Pardon, il y a des problèmes de connexion, là, de son, je ne sais pas. Alors, donc je présente mes arguments en faveur de ce qu'on appelle la prédistribution et la dotation initiale, sur lesquels il y a maintenant une très grosse littérature anglophone et par exemple Thomas Piketty, dans son dernier livre et le dernier chapitre de son dernier livre, présente un projet également selon cette ligne. Et pour argumenter en faveur de ces institutions, de ce renouvellement de l'État-providence, je m'appuie sur un changement de paradigme, celui de l'individu capable, autonome, et je tenterai de répondre aux objections contre cette nouvelle conception, au fond, du bénéficiaire de l'aide sociale. Je présenterai 5 points. Premièrement, je partirai d'un exemple. Ensuite, une analyse de la nouvelle conception du bien-être dans ce paradigme, les objections, mais bien sûr, je ne fais pas du tout le tour des objections aujourd'hui, et une conception alternative de l'individualité et de l'autonomie, et enfin, les conséquences pour l'État social et la redistribution et la justice sociale. Alors, mon exemple, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est le système de santé du Québec. Le système de santé du Québec a développé depuis une dizaine d'années un programme de réforme basé sur le partenariat soignant-patient à tous les niveaux, en collaboration avec la Faculté de médecine de Montréal. Ce programme propose de considérer les patients comme membres à part entière, non seulement de l'équipe de soins, mais aussi de l'organisation du système de santé et de sa gouvernance, et même de l'enseignement et de la recherche médicale. Donc, c'est un projet d'intégration du patient assez complet et assez impressionnant. Le patient est ainsi considéré comme un acteur autonome et compétent dans la dynamique de soins qu'il reçoit, grâce à son savoir sur lui-même et la maladie, son savoir expérientiel. Le patient est un sachant, un expert même, et je mentionne les programmes Expert Patients du NHS, par exemple, pas l'ignorant qu'il a toujours été pour le monde médical. Patients ressources ou aidants peuvent l'accompagner dans ce processus d'apprentissage. Deuxièmement, la participation des patients ressources peut aussi se faire au niveau de l'organisation des services, de la co-construction de programmes de santé publique et même plus rarement de la gouvernance. Ensuite, le partenariat joue un rôle crucial dans la formation des professionnels de santé, ça je pense que c'est le cas aussi en France, qui ont du mal à sortir du paternalisme et de l'asymétrie du savoir scientifique. Ainsi, des patients formateurs ont été graduellement intégrés dans les cours de formation dispensés à l'Université de Montréal depuis 2011. Enfin, le patient chercheur
peut même être associé à la recherche médicale dans divers programmes concernant les pratiques. L'amélioration du processus de soins, l'impact des nouvelles stratégies de traitement, par exemple dans le cas du cancer ou des maladies mentales, sur les équipes de soignants, sur les patients et les organisations. Ces nouvelles politiques et pratiques sont centrées sur l'hypothèse du patient capable et pas seulement vulnérable, sur son autonomie, sa capacité d'agir malgré la maladie et sur les espoirs de progrès social, d'humanisation et aussi d'amélioration du système de soins dont il est partie prenante et qui est ainsi en pleine transformation, non seulement, bien sûr, c'est la situation contemporaine, non seulement concernée par l'urgence et les maladies aiguës, mais surtout de plus en plus par le long terme, les maladies chroniques et la prévention. J'ai pris ce programme du Québec comme exemple d'un changement de paradigme et d'une conception nouvelle du patient comme individu capable et responsable de ses besoins, de son rapport à sa santé et au système de soins, au lieu d'en être un consommateur passif. Mais ce changement, il faut ajouter, est en cours de se réaliser dans de multiples domaines. Et je prendrai comme exemple, c'est évidemment énorme, mais les nouvelles politiques de développement international, basées par exemple sur le motto de Oxfam, aider les gens à s'aider eux-mêmes. C'est un programme de Oxfam qui date d'au moins 30 ans, mais qui est de plus en plus actuel. On peut prendre l'exemple des systèmes éducatifs scandinaves, dans lesquels l'enfant est considéré comme capable et comme responsable de ses apprentissages aussi, comme partie prenante de ses apprentissages. Et on peut prendre, évidemment, et là c'est extrêmement contestable et difficile, mais c'est quand même un domaine extrêmement important, la fin du Fordisme dans le monde du travail et le post-Fordisme qui renverse le couple sécurité-liberté. Je citerai aussi par exemple Robert Castel qui, dans le monde du travail, analyse justement ces changements et dans le monde de l'intervention sociale, traiter les publics précaires non plus comme des assistés, mais comme des partenaires. Donc, c'est un mouvement d'ensemble, si vous voulez, ce changement de paradigme, il est visible dans toutes sortes de domaines. Une autre conception de l'individu et de ses rapports aux autres et à l'état social émerge, qui pourrait guider une réforme en profondeur de l'action sociale et qui mettrait l'individu capable, selon la formule de Amartya Sen, au cœur de l'institution, sur la base de rapports sociaux horizontaux fondés sur l'autonomie, la capacité d'anticipation, d'initiative des personnes, leur engagement vis-à-vis de leur santé et de leur avenir. Ce geste réformateur impose alors une nouvelle approche des hommes et mêmes du système de santé, le médecin, l'hôpital, les pratiques, la rationalité et avant tout le patient. Il pourrait être étendu à tous les domaines de l'action sociale, enfance, éducation, monde du travail, vieillissement, et là c'est évidemment très provocateur de parler d'individus capables à propos du vieillissement. Ce changement de paradigme s'explique par des transformations profondes dans la conception du bien-être humain qui devraient conduire à penser autrement l'intervention de l'État social, non plus comme un fournisseur de services, mais comme un partenaire des citoyens eux-mêmes. Mais je ne me cache pas que ce nouveau paradigme de l'individu capable pose énormément de problèmes et soulève deux objections auxquelles je vais tenter de répondre en m'appuyant sur une approche différente du sujet humain. Je proposerai, en m'inspirant de John Stuart Mill, de La Liberté, 1859, c'est pas récent, mais c'est très actuel, de comprendre le sujet humain comme un être vivant, comme un être en développement. Mill prend la métaphore de l'arbre, et je pense qu'on peut très bien se représenter l'état social comme un jardinier cultivant, aidant à la culture et à l'épanouissement des plantes humaines. La fin de l'homme, dit Mill dans De la Liberté, est le développement le plus large et le plus harmonieux de toutes ses facultés en un tout complet et cohérent. Et il dit, ce qui importe réellement, ce n'est pas seulement ce que font les hommes, mais le genre d'êtres humains qu'ils sont en le faisant. Parmi les œuvres de l'homme, la plus importante est certainement l'homme lui-même. Alors, ce changement de paradigme, cette vision,
s'appuie à ses sources dans la critique de l'utilitarisme. Alors, c'est intéressant de voir que je cite Mill, qui est le penseur auquel qu'on mentionne à propos de l'utilitarisme, mais en réalité, sa position est à distance de celle de Bentham et de l'économie du bien-être. Et donc, je revois cette critique de l'utilitarisme et une autre approche du bien-être humain. Alors, la critique de Rawls, qui est bien connue, consiste à dire que les êtres humains sont traités par l'utilitarisme de manière unidimensionnelle, comme déterminés par avance par leurs besoins et la nécessité, les nécessités auxquelles ils doivent répondre, dépourvus de liberté de choix, puisque c'est la fin dominante et la satisfaction des besoins et des intérêts. Et Rawls se dit finalement, la société, l'état social se modèle sur la décision d'un entrepreneur décidant comment maximiser son profit en produisant telle ou telle marchandise, ou celle d'un consommateur décidant comment maximiser sa satisfaction par l'achat de telle ou telle série de biens. Donc la critique rawlsienne, entre autres, je vais très vite évidemment ici, la critique rawlsienne consiste à introduire la liberté de choix, la liberté individuelle comme constituant du bien-être, et non pas simplement l'idée qu'il existe des besoins fondamentaux que tout être humain doit satisfaire, auxquels il est soumis. Donc, introduire la liberté parmi les biens premiers, les biens sociaux premiers, va révolutionner la mesure du bien-être en lui donnant une dimension politique qu'il n'a pas dans l'utilitarisme. Le genre de société ou de régime politique dans lequel on vit est essentiel pour le bien-être individuel. Et là, je pense aux travaux de Michel Forcé, qui a montré comment, dans les enquêtes sur les valeurs européennes, la liberté et la justice sont des éléments fondamentaux, des constituants du bien-être, au moins autant, si ce n'est plus, que le pouvoir d'achat et le niveau de consommation. Donc, et c'est ce que Amartya Sen reconnaît, l'importance de la liberté humaine en donnant aux gens des opportunités réelles et pas seulement formelles de faire ce qu'ils voudraient faire avec leur propre vie. Alors, la seconde critique de Rawls concerne, et ça c'est le point qui m'intéresse peut-être le plus, concerne l'horizon temporel. La dimension temporelle du bien-être est ignorée par l'utilitarisme, qui traite les tendances et les inclinations humaines comme des données, à un instant T, et les satisfactions individuelles comme des unités quantitatives interchangeables qu'on peut additionner et comparer. Or, ce qui fait de nous des êtres pleinement humains, c'est la capacité d'organiser nos intérêts, d'en différer la satisfaction, de nous projeter dans l'avenir, de penser cet avenir, de former ce que Rawls appelle un plan de vie, ou on pourrait parler d'un projet de vie, concernant l'ensemble de notre existence et pas simplement l'instant où nous sommes. Chez un être intelligent et doué de raison, la recherche de la satisfaction est organisée, pensée et suit un plan ou un projet de vie plus ou moins bien défini et systématique. Également inspiré par la critique de l'utilitarisme, la conception d'Amartya Sen que vous connaissez bien, je ne reviens pas là-dessus, insiste également sur le rôle de la liberté et du pouvoir d'agir, agency, dans le bien-être individuel, dans la mesure du bien-être individuel. L'approche donc par les capacités et non pas par les seules ressources disponibles. L'approche par les capacités, dit Sen, se focus sur la vie humaine. Donc vraiment l'idée de l'horizon temporel aussi est présente dans l'analyse de Sen, et pas simplement sur quelques objets utilitaires comme les revenus ou les marchandises qu'une personne peut posséder, qui au contraire dans l'analyse économique sont prises comme les critères de mesure. Je ne vais pas rappeler l'analyse de Sen, mais la conception que Sen se fait des capacités comme possibilité effective ou non qu'ont les agents de transformer les ressources en opportunités et en utilité,
est reconnu par Rawls dans sa réponse à Sen. Je ne pense pas qu'il soit aussi ressourciste et fétichiste, entre guillemets, que Sen lui reproche. Je suggère que l'idée rawlsienne d'un projet de vie, d'un plan de vie, ainsi que la définition du principe de différence par les opportunités et non pas seulement par les ressources. Là, je crois qu'il y a un problème d'interprétation du principe de différence qui mesure les opportunités des plus défavorisés et non pas simplement les ressources qui sont disponibles, permettent de prendre en compte les capacités au sens du développement temporel de la personne et de reconnaître que la justice ne consiste pas simplement dans l'égalité d'accès aux biens premiers, puisque certains ne sont pas capables d'utiliser ces biens, même s'ils sont disponibles, mais doit être complétée par la reconnaissance de la flexibilité des besoins et des attentes de chacun. Les opportunités ne peuvent être saisies par les individus et nourrir leur développement que si elles font partie de leurs possibilités d'action, de leurs objectifs. Pour cela, un horizon temporel et social est nécessaire pour se projeter et transformer les opportunités en possibilités d'agir. En d'autres termes, l'être humain construit son bien-être. Je crois que c'est ça vraiment le changement de paradigme. Il n'est pas passif, d'où le rôle essentiel de la liberté, de l'agency et de l'anticipation. Alors, cette vision du bien-être humain est évidemment extrêmement contestable et discutable. La liste des objections est plus importante que ce que je vais évoquer aujourd'hui. Je me contenterai d'effleurer simplement quatre objections, mais il y en a bien d'autres. Tout d'abord, évidemment, ce qui frappe surtout le lecteur français, enfin je pense, c'est l'individualisme. Cette approche est basée sur une valorisation de l'autonomie individuelle qui est un mythe, qui est une illusion pour beaucoup et qui est liée à l'individualisme libéral, bien sûr, l'accusation d'individualisme possessif, je reprends l'expression de Macpherson, est prégnante ici, et en particulier, beaucoup de commentateurs traduisent cette approche, ce nouveau paradigme, en parlant de l'individu entrepreneur de sa propre vie. C'est l'expression que Michel Foucault employait, c'est l'expression que reprend Éric Morin dans La peur du déclassement. Une société d'individus présume en chacun de nous la capacité d'être l'entrepreneur de sa propre vie. Et le terme entrepreneur est évidemment péjoratif et renvoie à la critique rawlsienne qui compare l'individu à la recherche de son bien-être à un entrepreneur cherchant à maximiser son profit. Donc là, il y a un côté tout à fait péjoratif de cet individualisme possessif qui définirait son bien-être par l'accès à des biens, à des possessions. Et la discussion, si vous voulez, centrale, c'est évidemment l'individualisme en contraste ou en opposition avec toute possibilité de solidarité, bien sûr. Alors, et l'idée à l'arrière-plan que les stratégies de protection les plus efficaces sont collectives, que les individus livrés à eux-mêmes n'ont pas de capacité vraiment d'organisation pour se protéger en cas de désastre. L'injonction d'autonomie minimise la vulnérabilité humaine, les aléas de la vie. Ça, c'est le débat que j'ai traité dans un article sur la critique de Martha Nussbaum, la critique de Rawls par Martha Nussbaum. Et par exemple, je remarque que les théories de l'investissement social et du capital humain rejettent l'investissement dans les seniors. Je regardais les programmes, si vous voulez, d'investissement social. L'investissement se fait au maximum dans la petite enfance, bien sûr, puisque c'est là qu'elle aura des résultats, des retours sur investissement, alors que les seniors, évidemment, par définition, sont exclus ou en tout cas minimisés. Alors, donc l'injonction d'autonomie nierait
la vulnérabilité humaine et finalement serait extrêmement injuste, imposant une injonction irréalisable pour une grande partie de la population. Et puis, troisième objection, une solidarité impossible. Le principe fondamental de solidarité et de partage des risques serait menacé. L'autonomie exclut ou minimise, l'appel à l'injonction d'autonomie exclut ou minimise la contribution de la collectivité au bien-être individuel, à la réalisation de soi. Et dernier point qui est évidemment très troublant, c'est un idéal élitiste. Je lisais récemment un compte-rendu, un commentaire très intéressant sur un livre de Thomas Piketty avec d'autres sur les inégalités sociales et les conflits politiques. Et en fait, les nouvelles élites intellectuelles, celles de la méritocratie, évidemment, mettre l'accent sur l'investissement social, sur l'éducation pour les enfants, pour les jeunes et pour la formation des adultes. Mais par contre, dès qu'il s'agit du pouvoir d'achat ou d'augmenter le niveau de consommation des classes ouvrières, des classes populaires, évidemment, là, les choses sont moins convaincantes. L'idéal des élites méritocratique rejoindrait cette vision de l'individu capable. Et je pense à l'arrière-plan qu'il y a toutes ces critiques, je ne vais pas les développer aujourd'hui, mais toutes ces critiques sur le retour au travail, sur la lutte contre le chômage par l'incitation au retour au travail qui pose d'énormes problèmes et qui est probablement aussi une vision méritocratique assez inquiétante. Donc on a un ensemble d'objections extrêmement pertinentes auxquelles je voudrais répondre. Alors ma réponse se trouve dans une conception de l'individualité comme être en développement. Alors ma réponse se trouve dans une réflexion sur l'individu capable, le sujet humain bénéficiaire de l'État-providence qui est à la fois capable et vulnérable. Les deux s'articulant autour d'une conception inspirée par Mill, l'être humain comme être en développement. J'ai écrit un article là-dessus il y a quelques années sur les transformations de l'individualisme libéral. Je suggère qu'une approche développementale de l'individualité pourrait servir de principe directeur. Le bénéficiaire de l'aide sociale est un être qui fait face à des problèmes tout au long de sa vie. Et la perspective, la possibilité d'anticiper et de réaliser son projet de vie devrait être la préoccupation première de l'aide sociale et pas simplement la résolution de problèmes dans l'urgence. Le bien-être doit donc se penser dans un horizon temporel qui est un horizon social en même temps. Voilà ce que je voudrais montrer. Alors Mill, dans De la liberté, donc 1859, met en place un concept qui va être extrêmement fécond dans l'histoire du libéralisme et de la liberté, celui d'individualité et les changements dans la conception du bien-être qu'il entraîne. Il pose que le libre développement de l'individualité est un des principes essentiels du bien-être, chapitre 3 de la liberté. Ce concept, en comprenant de manière non déterministe la nature sociale de l'individualité et le rôle crucial de la solidarité, fait de Mill non seulement un précurseur du nouveau libéralisme social de la fin du XIXe siècle, mais également un penseur proche des solidaristes français. Je pense à Léon Bourgeois et je pense également à Durkheim. Le fait de considérer, si vous voulez, l'individualité comme un processus de formation, de transformation tout au long d'une vie, oblige à prendre en compte, comme dit Mill, à comprendre l'utilité, c'est-à-dire le bien-être. L'utilité doit être prise en son sens le plus large, se fonder sur les intérêts permanents de l'homme en tant qu'être en développement.
c'est-à-dire que des intérêts qui doivent être pris en compte sur l'ensemble d'une vie. Donc Mill transforme l'individualisme abstrait et le concept d'individu statique, atomisé de l'utilitarisme de Bentham en celui d'individualité dynamique, historique, relationnelle, résultat d'un processus à la fois d'individuation et de socialisation, avec tous les risques que cela implique. Donc, le point intéressant dans l'analyse de Mill, que je reprends, c'est la temporalité la nécessité de la temporalité de la justice sociale, qui se comprend dans un horizon temporel. Nos capacités ne sont pas des propriétés fixes, mais elles se développent en s'exerçant grâce à l'action, agency, et grâce surtout à la possibilité de faire des choix. Et elles se sclérosent quand ces occasions sont réduites à néant. Donc on voit bien là le rôle crucial de la liberté pour le développement. Mill écrit, et ça je crois que c'est un point très important, les facultés humaines de la perception, du jugement, du discernement, de l'activité intellectuelle et même la préférence morale ne s'exercent qu'en faisant des choix. La force intellectuelle et la force morale, tout comme la force physique, ne s'améliorent qu'avec l'exercice. Celui qui choisit lui-même, dit Mill, sa façon de vivre, utilise toutes ses facultés. Donc la liberté de choix, le pluralisme, la pluralité des expériences, dit Mill, offertes à l'être humain sont la condition de la réalisation de ses capacités. De même que les facultés se développent, de même elles sont condamnées à décliner en l'absence de liberté et d'agency. Ignorer la détérioration des facultés et la vulnérabilité est donc absurde quand on prend la conception de la personne comme plastique, comme se développant. Capacité et vulnérabilité sont liées, sont inséparables. Et je cite ici une formule de Rawls dans La justice comme équité, une reformulation, page 234. Nous interprétons l'hypothèse selon laquelle les citoyens sont normalement des membres coopérants de la société durant leur vie entière comme compatible avec le fait qu'ils puissent être gravement malades ou endurer de sérieux accidents de temps à autre. Donc la temporalité de l'existence inclut aussi bien développement que vulnérabilité. Et ça, c'est un point qui est pris en compte par Rawls dans ce qu'il appelle the strength of commitment, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas s'engager sérieusement en faisant abstraction des circonstances particulières, en faisant abstraction des vulnérabilités et des impossibilités qui peuvent surgir. Donc, la vulnérabilité fait partie des conditions, des faits généraux de la condition humaine. Même si la capacité d'anticiper qui est constitutive de l'autonomie et d'une vie proprement humaine est inégalement répartie, il faut inclure cette vulnérabilité dans le système des droits. Alors, le point suivant sur lequel je voudrais aussi insister est celui de la socialisation absolument liée à l'individuation. Si l'être humain est un être en développement, c'est parce que ça n'est possible que par la contribution de son environnement social, mais aussi culturel, de l'héritage qu'il reçoit, des contributions passées et présentes des autres, grâce auxquelles nous pouvons réaliser notre potentiel. Donc, la conception de la personne inclut la conscience de sa propre temporalité, de sa vulnérabilité au contexte social, et pas seulement aux accidents de la vie, le contexte social qui est, je ne dirais pas déterminant, mais constitutif donc du bien-être humain. Alors, la réponse à l'accusation d'élitisme dans ce nouveau paradigme de l'individu capable consiste à souligner que la relation aux autres, à leurs œuvres, est au cœur de l'individualité puisqu'elle ne peut se développer sans elle. Il est certain que les valeurs fondatrices du libéralisme classique étaient en premier lieu la souveraineté de l'individu et semblaient minimiser l'apport des autres.
le sens qu'il a d'être maître de son destin, d'être responsable de lui-même, peut lui faire ignorer très aisément l'impact, l'héritage, ce qu'il a reçu, la contribution de son environnement, mais la portée morale le contenu moral du libéralisme pour Mill était qu'une telle possibilité, qui était d'abord réservée aux plus riches, ceux dont l'environnement était le plus riche, devient accessible à tous comme résultat d'un processus historique et politique. Et il conclut, seul le développement le plus complet de notre potentiel en nous ou en autrui donne accès aux formes les plus élevées du bonheur humain. Alors, donc la conception de l'autonomie que je défends n'est pas séparable de la solidarité, mais une solidarité qui n'est pas mécanique. Je reprends ici la formule de Durkheim, qui est au contraire fondée sur la liberté et l'autonomie. Des êtres en devenir ont besoin les uns des autres pour réaliser leur potentiel, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une causalité mécanique. C'est ce que le solidariste français Léon Bourgeois appelait la dette sociale. Nous sommes redevables pour ce que nous sommes à tous ceux qui ont existé avant nous et aussi aux générations contemporaines. Mais il ne faut pas voir ce lien comme une relation purement causale et mécanique, plutôt comme une condition de possibilité, de développement, comme le terreau que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel la vie peut s'épanouir. C'était la métaphore donc de l'arbre utilisée par Mill. Les œuvres des générations antérieures sont une richesse pour tous, mais tout dépend encore du climat de liberté et de choix. Du contexte social, donc plus ou moins ouvert, plus ou moins pluraliste. La solidarité est une condition de survie du génie humain si elle est accompagnée de la plus grande liberté possible. Je pense que ce point est crucial pour comprendre que la relation entre développement des capacités et solidarité n'est pas mécanique, déterministe, mais se fonde sur un projet commun, celui de l'émancipation humaine, qui est bien écrit par Rawls à la fin de Théorie de la justice. Je me permets de citer ce passage, page 566-567. Nous avons besoin, dit Rawls, les uns des autres, comme de partenaires qui s'engagent ensemble dans des modes de vie ayant leur valeur en eux-mêmes. Que les autres réussissent et soient heureux est nécessaire à notre propre bien. Leur bien et le nôtre sont complémentaires. Les projets rationnels de vie permettent dans des conditions normales le développement de certaines, au moins des capacités de l'individu. C'est ce qu'indique ce que Rawls appelle le principe aristotélicien. Cependant, les potentialités de chacun sont plus grandes que ce qu'il peut espérer réaliser. Nous sommes alors conduits à l'idée que l'espèce humaine forme une communauté dont chaque membre bénéficie des qualités et de la personnalité de tous les autres, telles qu'elles ont été rendues possibles par des institutions libres. Je crois que ce passage résume assez bien ce nouveau paradigme. Alors, la conséquence, donc mon dernier point, c'est une autre conception de l'intervention sociale, de l'action sociale, que je développe donc dans cet article de 2016 sur la démocratie de propriétaires. Donc, je voudrais répondre donc à cette injonction d'autonomie et de l'individu capable par un ensemble de propositions sur des institutions sociales qui y répondraient. Émanciper, développer le potentiel et non pas simplement protéger grâce à une politique de prédistribution, celle de la dotation initiale. Et comme le dit Marc Fleurbet dans un livre sur une introduction à ce travail sur social progress qu'il a publié collectivement, et il dit de façon assez provocatrice, le plus de prédistribution on peut avoir, le moins de redistribution sera nécessaire. Donc l'idée, un peu comme dans le programme de Montréal par lequel j'ai commencé, l'idée est de prévenir plutôt que de remédier. Remédier sera toujours nécessaire, mais on diminuera la nécessité des remèdes et des interventions dans
l'urgence grâce à la prédistribution. On peut donc envisager un autre modèle d'intervention sociale pour lutter contre les inégalités et la pauvreté, c'est l'idée de prédistribution. Pour Rawls, le système du welfare state a en partie échoué parce qu'il redistribue ex post. Chaque fois qu'il y a des crises, il y a une intervention pour maintenir un niveau de vie minimum, un niveau de consommation minimum sans lequel la vie économique ne pourrait se maintenir. C'est là le raisonnement keynésien. Mais sans lutter contre les causes de ces crises, sans lutter contre les causes de la pauvreté, sans permettre donc un développement du potentiel de chacun qui permettrait d'échapper à la pauvreté. Le filet de sécurité et l'intervention ex post est bien sûr nécessaire, mais elle est inefficace dans la lutte contre les inégalités. Et là, dans mon article, je développais justement les positions de Piketty qui insiste, vous savez, c'est l'idée centrale de son livre, Le capitalisme au XXIe siècle, le capital au XXIe siècle, qui insiste sur le fait que les inégalités de patrimoine sont celles qui ont de loin le plus augmenté. Même si les inégalités de revenus ont également augmenté, c'est surtout la répartition de la propriété du capital qui a profondément changé depuis la fin des Trente Glorieuses et qui rejoint, dit-il, des niveaux qui étaient ceux de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe. Alors, l'idée de la prédistribution, c'est l'idée d'une intervention précoce, d'une intervention au niveau des opportunités les plus précoces qui permettrait justement d'avoir un projet de vie, d'avoir un horizon temporel, ce qui est impossible avec la redistribution ex post dans laquelle on ne peut pas planifier puisqu'on a accès à des allocations ou des subventions au coup par coup ou bien en cas de détresse, mais jamais sans avoir justement une perspective sur la longue durée. L'accès à un capital initial et à la propriété garantirait au contraire l'indépendance et la possibilité d'un projet de vie. La prédistribution garantirait la valeur réelle des libertés de base, exactement le projet de Philippe von Paris avec le revenu inconditionnel, et la juste égalité des chances grâce à une dispersion généralisée de la propriété du capital et du pouvoir, aussi bien politique que social et économique, qu'elle confère. Elle donnerait les moyens de résister à l'oligarchisation de la société à laquelle nous assistons en ce moment. Alors la grande difficulté, mais ça je développe dans mon livre, je ne vais pas en discuter en détail aujourd'hui bien sûr, la grande difficulté c'est la justification de cette redistribution du capital initial, de cette dotation initiale. C'est une idée audacieuse, même si elle existe depuis Thomas Paine et 1792, qui proposait exactement ce genre de politique. Et elle est reprise par un grand nombre d'auteurs, mais qui se situent sur des positions différentes sur le spectrum politique, c'est-à-dire qu'on trouve des défenses de la dotation initiale, en tout cas de l'accès au capital aussi bien à droite qu'à gauche. Et par exemple, la politique de Margaret Thatcher qui a consisté à vendre les logements sociaux à leurs locataires à des prix abordables était bien sûr inspirée par cette idée de constituer ainsi une classe de petits propriétaires qui voteraient conservateurs parce qu'ils auraient rejoint les intérêts de la classe dominante. Donc cette idée de dotation initiale est évidemment à double tranchant, avec des demandes énormément d'analyse de détails.
Et surtout, un des points les plus brûlants, et il est tout à fait d'actualité en ce moment, concerne le financement de cette dotation initiale. Et le financement, proposé par exemple par Piketty dans son dernier livre, le financement se fait bien sûr par la taxation des successions, taxation punitive des successions les plus importantes, qui semble porter atteinte donc à un droit fondamental, le droit de transmettre sa fortune, son patrimoine à ses enfants. Donc là, il y a énormément d'analyses à faire que je fais dans les différents chapitres de mon livre sur les arguments qui permettraient de justifier ces taux dissuasifs, ces taux punitifs de l'impôt sur les successions. Voilà, alors donc il y a tout un volet de l'analyse qui concerne bien sûr, premièrement, à quel capital est-ce qu'on a accès dans cette dotation initiale, et là il y a une grande variété de possibilités, et deuxièmement, comment justifier les taux de taxation de l'héritage et le processus de redistribution vers une dotation initiale. Piketty, dans son livre, propose une dotation à 25 ans de 2500 euros. 2500 euros, je crois, c'est bien ça, qui correspond à peu près à une moyenne des sommes, si vous voulez, reçues en héritage. Voilà. Alors, bon, mais ça, je laisse de côté parce que c'est vraiment toutes sortes de problèmes techniques sur lesquels il faudrait des analyses précises. Mais en tout cas, l'idée de base, bien sûr, vous voyez, c'est celle de l'empowerment des citoyens, que l'État-providence ignore en les traitant comme de purs consommateurs d'allocations et d'aides. Donc là, il faudrait imaginer des institutions qui prennent le relais de l'État-providence pour organiser cette dotation initiale. Et donc, l'individualité et l'autonomie, mais prise dans un sens de solidarité entre les générations, à travers les générations, et la redistribution, là, est un effort collectif et ce n'est pas simplement une question administrative. Voilà. Alors, c'est contre la vision utilitariste, si vous voulez, et la conception du bien-être de l'État-providence que cette approche de la dotation initiale pourrait être justifiée. Je vous remercie.